Le Nouvel Esprit Public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour ce nouveau Nouvel Esprit Public au cours duquel nous tenterons d'éclairer certains aspects de l'actualité. Nous le ferons avec Akram Belkaïd, journaliste au Monde diplomatique, avec Jean-Louis Bourlange, président de la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale, avec Isabelle de Golemin, rédactrice en chef du quotidien La Croix, et Richard Verly, correspondant à Paris du quotidien helvétique Le Temps. Nous sommes partenaires de l'hebdomadaire Le 1, dont le dernier numéro a pour titre « Jusqu'où la guerre ?» Et il est ainsi chapeauté « Images de détresse, de ruines, de cratères vertigineux, de corps sans vie ». En contre-champ, Poutine reste droit dans sa lâcheté, violant toutes les règles de la paix sans personne pour le défier autrement qu'avec des mots et des atteintes au portefeuille. Alors sur qui la population d'Ukraine sacrifiée sous nos yeux peut-elle compter pour que le cauchemar s'arrête face à un tyran qui fait mine de négocier ? Si l'Europe a constitué un front uni de désaveux, de sanctions, de soutien armé aux Ukrainiens, les agressés restent bien seuls pour défendre leur patrie. À qui s'en remettre pour que cesse la guerre ? Tabler sur le dégel qui enlise les chars, sur la pression du peuple russe ou sur le seul courage des Ukrainiens qui continuent de mourir chaque soir au journal télévisé. Dans le cadre de nos badass, si c'est pour la culture, on a déjà donné. Nous avons mis en ligne mercredi dernier le premier de 2 entretiens avec Maryvonne de Saint-Pulgent, présidente de la Fondation des Treilles, une étonnante thébaïde sortie de la volonté et du goût d'Anne Gruner-Schlumberger et vouée à accueillir photographes et mathématiciens, musiciens et biologistes, peintres et essayistes. Les inscriptions pour notre émission en public du 3 avril à l'école alsacienne sont ouvertes sur notre site. Je remercie tous ceux qui nous ont suggéré d'autres lieux d'enregistrement pour le mois de mai et le mois de juin. Nous sommes en pleine recherche et nous tiendrons tout le monde bien sûr au courant. Commençons par nous intéresser à la campagne présidentielle. En janvier, Omicron parasitait la campagne présidentielle. En février, l'offensive russe la dynamitait. La crise préempte l'espace politique et médiatique au détriment du débat électoral ordinaire, déplacements annulés, interventions télévisées repoussées, etc. Le 3 mars, c'est par une lettre aux Français diffusée en ligne le lendemain dans la presse quotidienne régionale qu'Emmanuel Macron a officialisé sa candidature à l'élection présidentielle. Alors que 65% des Français n'hésitent pas à dire que la guerre contre l'Ukraine influencera leur choix, les intentions de vote en faveur du président sortant ont progressé de 2 ou 3 points pour atteindre, selon les sondages, entre 26 et 28%. Ces taux le placent loin devant ses principaux concurrents. Le président de la Fondation Jean Jaurès, le politologue Gilles Finkelstein, explique que la population se resserre autour du drapeau. Le président candidat n'en distille pas moins des éléments de son programme, notamment jeudi dernier au cours d'une longue conférence de presse, et il annonce un texte plus complet pour la semaine prochaine. Selon une enquête Ipsos Sopra Steria pour Le Monde, publiée le 5 mars, les électeurs d'Emmanuel Macron sont 55% à mettre en avant la dimension personnelle du candidat, contre 31% seulement ses idées. À l'inverse, un vote idéologique prédomine chez les partisans de Yannick Jadot, 83%, et de Jean-Luc Mélenchon, 70%. Les adversaires d'Emmanuel Macron agitent le spectre d'une élection aux airs de reconduction administrative et estiment qu'en refusant de débattre avec eux avant le premier tour, il se dérobe. Avant lui, cependant, aucun président sortant ne s'était risqué à cet exercice du débat d'avant-premier tour, mais des parlementaires LR se disent convaincus que sans cette confrontation, la légitimité des réformes à venir sera rapidement contestée si Emmanuel Macron devait être réélu. Le 15 mars, dans un entretien au Figaro, le président Les Républicains du Sénat, Gérard Larcher, avertissait « Être en tête dans les sondages n'est pas une raison suffisante pour enjamber l'élection et considérer que ce scrutin n'est qu'une formalité, ne serait-ce que par respect de la démocratie. S'il n'y a pas de campagne, la question de la légitimité du gagnant se posera. » Fin de citation. Si des campagnes présidentielles ont déjà été perturbées par des événements tragiques, il s'agissait d'événements nationaux, comme l'assaut par l'armée de la grotte d'Ouvéa en 1988, la tuerie perpétrée lors d'un conseil municipal à Nanterre en 2002, le massacre commis par le djihadiste Mohamed Merah à Montauban et à l'école Ozar Torah à Toulouse en 2012, l'attaque terroriste sur les Champs-Élysées tuant un policier en 2017. Sur cette question, Richard Verly.
D'abord, pour revenir à Emmanuel Macron, moi je fais partie de ceux qui, dans mon journal, ont regretté dans un éditorial le fait qu'il se soit déclaré si tard et le fait qu'il ne débatte pas avant le premier tour. Parce que je pense que quand on regarde cela vu de l'étranger, il y a quand même une forme de faute démocratique. Bien évidemment, il invoque le fait que ses prédécesseurs, eux aussi, avaient refusé un débat. Mais pourquoi le refusent-ils? J'avoue que je n'ai pas compris. Ça l'aurait sans doute grandi dans les conditions où on se trouve maintenant avec cette guerre en Ukraine, d'accepter le débat face à ses adversaires du premier tour. Ensuite, quelques éléments. Il est évident, et on l'a vu jeudi, lors de cette conférence de presse qui ressemblait fort à un des débats du grand débat, vous vous souvenez, après la crise des Gilets jaunes, c'est-à-dire 4 heures pendant lesquelles il a beaucoup parlé, Emmanuel Macron. Le Macron candidat sera le Macron président. C'est-à-dire, au fond, tout consiste à dire « j'ai été président, je connais la machine, je sais diriger le pays, reconduisez-moi, faites-moi confiance ». Il y a quelques réformes évoquées, mais on n'est plus du tout dans la posture initiale de 2017, à savoir la transformation du pays. Et on l'est d'autant moins que Emmanuel Macron est devenu quand même le grand dépensier en chef, c'est-à-dire la politique du carnet de chèques fonctionne à plein. Il y a des raisons à cela, il y a eu la pandémie, il y a maintenant la guerre en Ukraine, mais tout de même l'addition commence à être sacrément lourde. Alors cette posture de candidat président, il était naturel qu'elle tue l'autre candidate qui jouait sur la compétence, c'est Valérie Pécresse. Parce qu'elle était celle qui se positionnait comme technocrate, ancienne ministre, capable de diriger la France, etc., etc. Elle a pris une posture très nette sur la réduction des dépenses publiques, et voilà qu'Emmanuel Macron, si je puis dire, politiquement, la fusille sur les deux terrains. D'abord, il dit « je suis président, pourquoi confier les rênes à quelqu'un d'autre qui me ressemble beaucoup ?» Donc ça, et c'est ce que dit son entourage depuis le début. Finalement, Valérie Pécresse, c'est comme nous, donc mieux vaut nous reconduire. Et la deuxième chose, c'est que lui fait la politique du carnet de chèques. Donc elle, qui veut réduire la dette, réduire les dépenses publiques, c'est quand même assez compliqué. Troisième observation, eh bien, parler du peuple et s'afficher comme un candidat de l'Union populaire, pour reprendre le slogan de Jean-Luc Mélenchon, ça marche. La preuve, c'est que Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen sont quand même en train de profiter de ce sprint pour distancer, selon les sondages, Éric Zemmour, dont lui, le pari était inverse. Il prétendait pouvoir faire l'union des droites, c'est-à-dire au fond une partie de la droite élitaire, bourgeoise, et une partie de la droite populaire. Semble-t-il, son message passe quand même de moins en moins, alors que les deux autres, Le Pen et Mélenchon, qui chacun dans leur registre s'étaient donné pour objectif d'être des candidats du peuple, ça a l'air de fonctionner. C'est finalement peut-être la partie la plus intéressante de ce sprint, c'est l'affrontement entre d'un côté Marine Le Pen et de l'autre Jean-Luc Mélenchon. Et enfin, une énigme, c'est l'énigme Yannick Jadot, qui stagne à environ 6% des suffrages dans les sondages, dont on pouvait penser qu'il avait un boulevard. Pourquoi il n'a pas réussi à l'emprunter, ce boulevard ? Peut-être parce que son parti, Les Verts, est toujours pris comme un parti plutôt contestataire, à qui on n'a pas envie de confier les rênes du gouvernement, parce que côté personnel, je trouve qu'il fait une assez bonne campagne, il est solide, mais visiblement, ça ne percute pas. Akram Belkaïd. Oui, pour en revenir à cette stature présidentielle qui refuse le débat de premier tour, je pense qu'il faut se souvenir qu'en 2017, le débat d'avant le premier tour avait été assez, je dirais, assez difficile pour Emmanuel Macron. Il avait été mis en difficulté, il avait été saisi par un moment d'émotion, d'ailleurs, avec des gros plans des caméras. Je pense que peut-être que cela explique aussi pourquoi il se refuse à renouveler l'exercice, espérant peut-être que le débat de second tour, parce que là il n'y coupera pas, lui sera aussi favorable que celui de 2017. Ce qui frappe dans cette campagne, à mon sens, c'est cette normalisation progressive, cette acceptation, voire même cette résignation que nous avons dans les médias, mais un peu partout aussi dans la société, du score élevé de l'extrême droite. C'est quelque chose qui, moi, m'interpelle, qui interpelle énormément les confrères du Sud, par exemple, qui se demandent comment, en France, on peut arriver à un potentiel de score de
30% au minimum pour l'extrême droite, sans que il y ait l'expression d'une vraie inquiétude, d'une vraie mobilisation, d'un vrai discours sur les valeurs républicaines, comme si, ma foi, la chose avait été adoubée, acceptée, et que désormais, il faut s'y faire, structurellement parlant. L'extrême droite est une des principales forces politiques de la France. C'est quelque chose d'assez important. Alors, bien entendu, nous avons tout le narratif autour de l'élection sur combien l'abstention, qui sera au second tour, parce que c'est aussi le sujet. Est-ce que ce sera Mélenchon? Est-ce que ce sera Marine Le Pen? Mais en réalité, ça nous cache des difficultés à venir, et notamment sur ce que sera la répartition des sièges au niveau du Parlement, et aussi sur ce poison permanent qui se diffuse dans les idées et dans la société, et qui est que l'extrême droite, d'une certaine manière, a réussi à imposer une partie de ses idées dans le débat national. Isabelle de Golemin. Oui, et d'ailleurs, par rapport à cette extrême droite, moi, ce qui m'inquiète un peu, c'est cette petite musique de discours en illégitimité qui commence à se faire entendre, notamment Gérard Larcher, vous l'avez cité, qui commence à dire, bon, alors s'il n'y a pas de vrai débat, mais s'il n'y a pas de vraie campagne, est-ce que finalement l'élu sera légitime? Alors je trouve qu'il faut quand même faire attention à ce discours. D'abord, c'est dangereux. D'abord, une démocratie, c'est toujours finalement une élection par défaut. On sait bien, le défaut peut être plus ou moins grand, mais enfin, on élit le moins pire des candidats. Donc je crois qu'il faut faire attention à ne pas commencer à instiller cette idée qu'il n'y a pas eu d'élection, parce qu'après on se prépare des lendemains difficiles, et notamment avec une extrême droite aussi grande. Ensuite, moi, il y a un autre point qui m'agace un tout petit peu, c'est quand on dit, vous l'avez dit d'ailleurs, l'agression russe en Ukraine a dynamité la campagne. Je ne sais pas si elle a dynamité, mais elle a remis quand même dans la campagne des vraies questions. C'est-à-dire que là, on ne parle plus d'une espèce d'identité fantasmée ou d'intersectionnalité pour les gens les plus à gauche, mais on parle de questions qui sont hyper importantes, notamment de notre lien à l'Europe, de quelle Europe on veut, jusqu'où, comment on la construit, est-ce que cette Europe doit être plus politique qu'aujourd'hui, la souveraineté, etc. Donc là, il y a un vrai sujet. Il y a le sujet de la transition énergétique. Est-ce qu'on va vers le tout nucléaire ou pas? Est-ce qu'il faut aussi baisser notre consommation d'énergie, ou simplement donner plus d'argent à ceux qui consomment beaucoup d'énergie pour leur permettre de continuer à consommer de l'énergie? Donc là, il y a des vrais choix. Il y a un choix aussi sur les migrants. Et je trouve que c'est quand même très intéressant ce qui est en train de se passer, puisqu'on s'aperçoit que les migrants, ils viennent pas simplement du Sud, mais ils peuvent venir de l'Europe. Et du coup, quelle est la politique européenne? Faut-il une politique européenne? Est-ce qu'on peut être d'accord sur la manière dont on accueille comme ça les réfugiés? Et là, on voit bien qu'il y a des options qui sont extrêmement différentes. Et puis, je trouve qu'il y a quand même une question qui ressort, et c'est pour ça que c'est vrai que le score de l'extrême droite est quand même impressionnant, c'est la démocratie. Parce que ce que fait Poutine, c'est qu'il attaque quand même un modèle démocratique européen qu'un certain nombre de candidats n'ont cessé de critiquer. Donc, est-ce qu'on veut ou pas notre démocratie? Et je trouve quand même de se retrouver aujourd'hui face à cette agression, effectivement, peut faire réfléchir. Est-ce qu'on tient ou pas à nos valeurs démocratiques, qui sont pas parfaites, mais qui ont quand même cet avantage par rapport à un modèle autocratique comme le modèle russe? Donc, je trouve quand même qu'il y a des vraies questions. Et moi, je dirais volontiers que s'il n'y a pas de campagne, c'est que les candidats, ils sont pas très bons en face de Macron quand même. On a par exemple une Anne Hidalgo qui est normalement la candidate socialiste. Qu'est-ce qu'on fait pendant 5 ans, les gens du Parti socialiste? C'est ce qu'ils ont préparé un programme. Elle aurait pu, sur l'éducation nationale, puisque Emmanuel Macron s'est emparé du sujet il y a jeudi dernier. Donc elle aurait pu frapper fort. C'est son électorat. La seule chose qu'elle a su dire, c'est il faut doubler le salaire des profs. Ça fait pas un programme, ça. Et moi, je trouve, y compris d'ailleurs Yannick Jadot, que je suis d'accord avec Richard, je trouve que c'est aujourd'hui le plus percutant sur ses propositions, etc. Mais voilà, est-ce que finalement le pas de campagne, c'est parce qu'on a des candidats qui n'ont pas été bien préparés au fond? Jean-Louis Bourlanges. Oui, posons ce problème du procès en illégitimité de cette élection. Il y a d'abord le problème du débat. Monsieur Macron se soustrait à un débat de premier tour, et Richard Verly, ça lui plaît pas du tout. Ce que je comprends très bien, mais effectivement, comme Richard Verly est un journaliste honnête, il rappelle que dans le passé, les prédécesseurs ont fait ça. Je voudrais simplement attirer l'attention sur la signification d'un débat du premier tour aujourd'hui. Je crois que la situation politique
est très profondément, enfin, les conditions de la dramaturgie présidentielle sont depuis quelques années très profondément modifiées. Dans le passé, il y a toujours eu, en réalité, deux candidats potentiels, le président sortant, quand il y a un sortant, et son challenger, parfois un troisième homme comme Giscard, Giscard Mitterrand, puis Chirac, qui était, mais quand même, dont personne ne pensait qu'il allait gagner, sauf ses militants les plus ardents. Et donc, l'élection était quelque chose de polarisé, de bipolarisé. Aujourd'hui, ce qui caractérise le débat, c'est l'émiettement de l'opposition. C'est les conséquences, pas seulement du en même temps, c'est les conséquences, et un peu ce que vous avez dit tout à l'heure, Isabelle, c'est-à-dire le fait que le débat s'organise, se structure sur d'autres bases. Et là, Macron est confronté à des offres contestataires qui sont radicalement hétérogènes, entre celle de Jadot, celle de Mélenchon, celle des deux candidats d'extrême droite, celle de Pécresse. S'il se prête à un débat, il reconstitue, c'est un raisonnement tactique que je fais pour lui, il reconstitue immédiatement une sorte de bipolarisation, puisque ce sera tous contre Macron. Et il sera donc... Alors, il peut nec pluribus impar, comme disait l'ancien, le roi Louis XIV avec ses canons, j'en vaux plusieurs, mais quand même, ça favorisera une espèce d'agrégation d'un camp du refus face à lui qui le met spontanément en minorité. Il a plutôt intérêt à curiaciser, à transformer en curiaces séparés les uns des autres ses adversaires. Donc je crois qu'il y a cette considération. Alors, je ne plaide pas du tout sur le plan moral. Deuxièmement, l'escamotage. Le deuxième procès en illégitimité, c'est l'escamotage ukrainien. Et c'est vrai que ça apparaît déjà moins fort depuis vendredi. Hein. On a bien vu dans la presse qui a accueilli les annonces présidentielles de jeudi, on a bien vu que déjà on dit l'Ukraine ça dure, l'Ukraine on connaît, et le débat présidentiel tente à reprendre un peu de souffle, mais malgré tout, les deux lignes, c'est un, il est extrêmement difficile de parler d'autre chose que d'Ukraine, et deux, quand on parle d'Ukraine, il est extrêmement difficile de dire quelque chose de différent du président de la République. Ça, c'est quand même des choses qui s'imposent et qui, effectivement, je crois que Gérard Larcher, un président du Sénat, ne devrait pas dire ça, dit le président de la République. Gérard Larcher a peut-être eu tort d'en faire une sorte de procès contre Macron, mais c'est évident que l'élection présidentielle, de ce point de vue-là, ça pose un problème parce que le portage sera un petit peu artificiel. Et troisièmement, et je crois c'est la troisième chose, c'est qu'en réalité, et là je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Isabelle, nous sommes dans une situation où les vrais clivages ne sont pas ceux que portent les gens de l'opposition. C'est très clair pour Jadot. Jadot, il est écartelé entre un clivage écologique qui le rapproche de Cohn-Bendit, en réalité, qui est donc pas très très éloigné de Macron. Ça pourrait être un macroniste de gauche écologique, mais il est ressaisi par un parti qui, au bout du compte, met en avant d'autres considérations, et d'abord la crise du capitalisme, la remise en cause du système capitaliste. Si on attend que le capitalisme soit assassiné pour commencer à lutter contre le réchauffement climatique, on risque de cuire assez vite. Hein. Donc ça ne me paraît pas du tout. Mais fondamentalement, je crois que Macron, en même temps, la droite modérée, le centre et la gauche modérée, il y a une unité profonde qui n'est pas inventée par Macron, qui n'est pas une sorte de ruse tactique, le social-libéralisme et la social-démocratie, plus la démocratie, ce qui reste de la démocratie chrétienne et du radicalisme, ça forme un corpus politique fondé sur le libéralisme économique, la solidarité sociale, le multilatéralisme international et l'Europe, qui est très très fortement typé, alors que les autres sont soit dans l'opposition cohérente à cette démarche, c'est le cas de Mélenchon,
sous certaines réserves, mais c'est le cas de Mélenchon et c'est le cas de l'extrême droite, soit sont complètement écartelés entre la logique macronienne et une logique de contestation de type extrémiste. Et ça, c'est le cas de Pécresse. Je crois que la grande erreur, au-delà des maladresses de communication de Valérie Pécresse, sa grande erreur, c'est de ne pas avoir tout de suite clarifié sa relation hostile à Zemmour. Avec Et alors là, Emmanuel Macron développe cette idée qui était quand même très présente quand on regarde l'élection. Pour la première fois, au moment de l'élection européenne, les clivages européens ont correspondu aux clivages français. Avant, c'était la gauche et la droite qui se divisaient sur l'Europe. Là, on a eu effectivement un parti européen qui disait les solutions, quelles qu'elles soient, économiques, technologiques, militaires, migratoires, démocratiques, ça passe par la cohésion européenne. Il y avait ceux qui disaient ça, ceux qui disaient le contraire, et ça s'est traduit, j'attire votre attention là-dessus, par une remontée sensible de la participation aux élections européennes. Donc je crois que ce clivage-là, Emmanuel Macron le porte, et effectivement, ça désarçonne son opposition, ça la désarçonne, et elle ne sait pas sur quel pied danser. C'est évident que Valérie Pécresse ne sait pas sur quel pied danser, et c'est évident que Anne Hidalgo ne sait pas danser du tout. Richard Verly. Alors, il y a une autre danse qu'on peut observer, en tout cas, moi, elle me frappe, c'est que je pense que les médias français, je parle surtout des médias audiovisuels, ont quand même, alors l'expression est douloureuse en temps de guerre, mais ont quand même changé leur fusil d'épaule. J'avais l'impression, avant le déclenchement de la guerre en Ukraine, j'avais l'impression très nette que les médias audiovisuels français voulaient Éric Zemmour au second tour. Parce que Zemmour allait assurer le spectacle. Et on voyait bien qu'on lui tendait, je dirais, systématiquement les projecteurs, les micros, d'une manière disproportionnée. Et là, on a quand même l'impression que ces médias, notamment les chaînes d'information continue, ont tiré la prise. Et à partir du moment où ils ont tiré la prise, à partir du moment où l'intensité médiatique d'Éric Zemmour descend, il descend aussi dans les sondages, ça ne veut pas dire qu'il descendra dans les urnes, ça on le verra. Donc premier élément quand même, il y a eu un changement de posture de ce point de vue-là. Et puis il y a quand même cette énigme sur les Verts. Là, bien évidemment, Jean-Louis a parlé de Yannick Jadot et de la difficulté qui est de se positionner. Que se passe-t-il ? Est-ce qu'on va avoir une surprise, comme on l'a eu pour les municipales ? Ça n'avait pas du tout été anticipé, le fait qu'un certain nombre de grandes métropoles passent du côté des Verts. Et notamment, est-ce que le vote des jeunes, sur lequel on s'interroge beaucoup, va profiter in extremis à Yannick Jadot ? C'est une possibilité. Ou alors, est-ce qu'il a vraiment été flingué, si l'on peut dire, par son parti et au sein de son parti, par les divisions et le fait qu'il n'a pas réussi, au-delà de sa compétence personnelle, pour apparaître comme le porteur d'un mouvement, le porteur d'une alternative. Donc moi, je mettrai toujours la candidature de Yannick Jadot avec, à la fin, un point d'interrogation. Akram Belgaïd. Oui, deux choses. Sur la question du débat, premier tour ou pas, je pense aussi qu'il y a une espèce de ras-le-bol, ou en tous les cas un grand sentiment de frustration par rapport à une présidence où le locataire de l'Élysée n'a quasiment jamais eu à répondre à des questions embarrassantes, style conférence de presse, avec des journalistes, avec un auditoire ouvert. Tout a été organisé, même sa déclaration, enfin son show télévisé, si j'ose dire, de jeudi dernier, était bien encadré, avec, je crois que les images étaient fournies par sa propre équipe, ce n'étaient pas des images des télévisions, etc. Et donc il y a tout de même, la France est quand même un pays à part sur ces questions-là, où on a un président de la République qui peut décider pendant tout un mandat de s'affranchir d'une rencontre directe, souvent malaisée, mais en tout cas nécessaire pour la vie démocratique, avec en tous les cas les médias et les représentants de la presse. La deuxième chose sur ces petites choses qui sont en train de faire la campagne électorale, alors on parlait de Jadot, là maintenant, de la grande. Je partage totalement cette idée. Je signale aussi, donc, dans le jeu médiatique, alors effectivement, on a soudain l'impression que Zemmour n'est plus en cours, alors qu'on nous l'a servi ad nauseam. C'est aussi un peu, c'est très amusant.
de voir cet intérêt soudain d'une partie des médias français, en tout cas audiovisuels, pour le Parti communiste français. C'est-à-dire que voilà, pendant des années, nous avons on a tapé très dur sur ce parti, c'était le parti de l'archaïsme, c'était l'œil de Moscou, et puis soudain aujourd'hui, on se découvre une certaine passion, une sympathie pour le Parti communiste, alors qu'on sait très bien que une partie des voix qui iront au PC auraient pu aller peut-être à Mélenchon et faire en sorte que Mélenchon soit au second tour. Et il est vrai, pour faire de l'anticipation, et c'est un jeu, on va peut-être dire que c'est un jugement de valeur, mais en tous les cas, il est vrai que un débat présidentiel du deuxième tour présidentiel entre M. Macron et Mme Le Pen, c'est pas du tout la même chose qu'un débat entre M. Macron et M. Mélenchon. Les choses pourraient à ce moment-là être bien différentes, même si le résultat final ne fait aucun doute. Isabelle de Golemin. Oui, deux choses. D'abord, effectivement, sur l'Europe, où je trouve ça surprenant, finalement, que la droite n'ait pas tiré les conséquences des dernières élections européennes et du mauvais score de François-Xavier Bellamy. Parce que, en fait, moi, je me souviens qu'à la Croix, ça nous avait beaucoup surpris, parce qu'on a des lecteurs plutôt, on va dire, de droite, classiques ou centristes, et ils n'ont pas voté pour François-Xavier Bellamy, qui est un catholique convaincu, affirmé et sincère d'ailleurs, parce qu'ils sont européens. Et de ce point de vue-là, il me semble Valérie Pécresse aurait dû avoir un discours beaucoup plus européen, une alternative européenne à droite. Donc ça me surprend un peu. Puis l'autre chose, c'est que je crois qu'il faudrait qu'on regarde plus les législatives qui vont venir. Je pense que ça va être intéressant. Alors, est-ce qu'on est en train d'assister à un tournant institutionnel, ou alors un retour à la République de 58 ? J'en sais rien, mais c'est vrai qu'on risque d'avoir un président qu'aujourd'hui on va lire parce qu'il est finalement un bon chef d'État, au sens où on se dit qu'il va garantir la souveraineté nationale et que pour la France c'est pas mal dans cette période compliquée d'avoir quelqu'un comme ça qui tient la route. Mais après, on va avoir des législatives. Et là, il n'est pas du tout sûr que le parti macroniste fasse un bon score. Et là, il va falloir sans doute faire des coalitions, faire des compromis. Et je trouve que les partis devraient beaucoup plus se préparer aux législatives. Et finalement, on risque d'avoir une différence entre ce que dit Macron aujourd'hui s'il devient chef d'État, et puis sans doute une politique de gouvernement qui va devoir tenir compte d'une assemblée beaucoup plus complexe, et peut-être un tournant pour la Ve République. Jean-Louis Bourlanges. Oui, deux remarques. Sur Bellamy, c'est très intéressant. Voilà un responsable politique très brillant, catholique, assez classique, un peu sens commun, il déclare clairement que entre Macron et Zemmour, il ne votera pas Macron. C'est quand même un choix pour Pécresse. C'est redoutable. Je crois que l'un des problèmes, qui n'est pas du tout celui de Pécresse personnellement d'ailleurs, mais celui de ses troupes, c'est qu'ils n'ont pas compris, derrière le mot d'ordre de droite assumé, qui a été notamment, alors là, assumé en partie par le Figaro, derrière le mot d'ordre de droite assumé, il y a une méconnaissance profonde de ce clivage structurant de la vie politique française depuis plus d'un siècle, à savoir qu'il y a une droite républicaine, dont Poincaré pourrait être le modèle, même anticlérical d'ailleurs, s'agissant de Poincaré, mais les catholiques se sont alliés à ce genre de droite, une droite républicaine sur laquelle s'est construit la droite française après-guerre, une droite aronienne, une droite républicaine, une droite éprise de l'état de droit, des libertés, de la pluralité des intérêts légitimes, face à une droite contre-révolutionnaire. Et ce qui était derrière Zemmour, c'était l'idée que cette frontière n'existait plus. Or, cette frontière, elle existe. Et la droite contre-révolutionnaire, elle s'est pris tout au long du 19e siècle des gadins. Elle est réapparue avec le maréchal Pétain. Et c'est pas pour rien que Zemmour a toujours invoqué le souvenir du maréchal Pétain. Et en réalité, c'était une erreur profonde de ne pas se méfier de la part du LR de cette complicité diabolique. C'est la première remarque. La seconde remarque, pour faire écho sur un plan personnel à l'image de Zemmour, à ce qu'a dit Richard sur la modification de l'image. Moi, je me suis associé à la démarche de François Bayrou, et je crois d'ailleurs que ça a eu un effet très positif, disant nous apporterons notre signature à des candidats significatifs. On pensait évidemment à Le Pen, Zemmour et Mélenchon, s'ils sont menacés de ne pas avoir leurs 500 signatures et de ne pas pouvoir concourir parce que ce serait un déni de démocratie. Je puis vous dire qu'à la fin, quand je voyais que Zemmour
était celui qui n'aurait pas la signature, j'étais drôlement embêté. Parce que c'est très bien de faire ça, mais apporter son soutien à quelqu'un qui était plus ou moins, comme on disait, d'intelligence avec l'ennemi, à partir de la guerre d'Ukraine, ça me plaisait pas trop. Et j'ai été très très heureux. J'ai attendu de donner mon parrainage jusqu'au dernier moment. J'ai appris que Zemmour avait ses 500 signatures et j'ai fait lâchement ouf. Et j'ai apporté mon patronage à Macron. Sur ce sujet, ou sur celui des législatives, je suis étonné, Jean-Louis, que vous n'ayez pas rebondi sur la remarque qu'Isabelle a fait sur les législatives. Les législatives, c'est un grand blanc pour moi. Vous savez, je ne me représente pas, je souffre de ne pas me représenter, je souffrirai plus encore de me représenter, donc je n'en parle pas. On dit ça. Et après, on se fait dire, vous l'aurez voulu, Georges Dandin. Oui. Je vous propose que nous passions donc à notre deuxième sujet, celui des limites du réveil européen. L'invasion russe de l'Ukraine a conduit les dirigeants européens réunis à Versailles à chercher, pour limiter l'impact du conflit sur leurs économies, des parades qu'ils puissent adopter à l'unanimité, selon la règle qui prévaut à leur décision. Ainsi, les 27 n'ont pas décidé d'embargo sur le gaz et le pétrole russe dont ils dépendent à hauteur de 40%. L'Allemagne n'est pas en position d'affronter un tel choc énergétique, tout comme l'Italie et l'Autriche, tandis que la Hongrie a clairement fait savoir qu'elle ne voterait pas de telles sanctions. Fin mai, l'Union présentera une proposition visant à mettre fin à sa dépendance au pétrole, au charbon et au gaz russe d'ici 2027. Pour assurer l'approvisionnement des Européens en gaz, l'Union continuera à verser chaque jour au régime russe quelques 640 millions d'euros. Les dirigeants européens n'ont pas non plus décidé d'admettre en urgence l'Ukraine dans le giron de l'Union européenne, comme l'avait demandé le président ukrainien le 28 février. La Pologne, la Slovaquie, la Bulgarie, l'Estonie et la République tchèque ont plaidé dans une déclaration commune, je cite, pour accorder immédiatement à l'Ukraine le statut de candidat à l'Union européenne et d'entamer le processus de négociation. Mais les membres fondateurs, la France, l'Allemagne, les Pays-Bas, la Belgique et l'Italie, n'ont pas voulu brûler les étapes, provoquant la déception de Volodymyr Zelensky. Cependant, pour répondre à l'urgence, quelques mesures de court terme ont été décidées. L'aide militaire à l'Ukraine a été doublée, faisant passer de 500 millions à 1 milliard d'euros la contribution de l'Union au financement des armements livrés aux combattants ukrainiens. Un 4e paquet de sanctions pour affaiblir la Russie a été annoncé. Et lundi, le ministre de l'économie Bruno Le Maire a indiqué que des dizaines de noms de proches de Poutine vont rejoindre la liste noire de l'Union européenne. Revenant au menu originel du sommet qui devait consacrer un nouveau modèle économique européen et les investissements massifs pour assurer la souveraineté stratégique de l'Europe, les 27 ont réaffirmé leur volonté d'augmenter leur effort de défense commune, revenu au centre des priorités, et de se coordonner pour renforcer leur industrie de défense. Le débat sur un éventuel financement européen de ces investissements reste entier. Aucune référence n'y est faite dans les conclusions du sommet, même si le sujet a été débattu en coulisses. Les Européens ont discuté d'une éventuelle mutualisation des coûts du conflit dans les domaines militaires ou énergétiques dont les pays dits frugaux ne veulent pas. Le sommet informel de Versailles, rappelons-le, n'était pas destiné à trancher, mais à préparer les décisions qui seront prises au sommet de Bruxelles les 24 et 25 mars sur cette question. Jean-Louis Bourlange. Oui, 3 observations. La première, c'est qu'évidemment, dans cette épreuve terrible, ce qui apparaît, c'est quand même la pertinence de la voix française. Voix VOIE, voix VOX. La voix française sur l'Europe, qui n'est pas simplement le fait d'Emmanuel Macron, bien qu'il l'ait assumé avec beaucoup plus de force et de cohérence que ses prédécesseurs, mais qui est, depuis la signature du traité de Maastricht, l'idée que l'Union européenne a changé de nature, que l'Union européenne n'est pas simplement une préfiguration d'une société universelle, une sorte de coopération renforcée de l'ONU, qui se caractériserait par l'exemplarité de son rapport au droit, la pertinence d'un modèle libre-échangiste universel, l'élimination en réalité du conflit politique derrière des procédures de coopération, qui est cette dimension un peu onusienne qui était portée à bien des égards par Jean Monnet dans cette affaire, mais que l'Union européenne, c'était un projet politique correspondant à une culture, à une civilisation
particulière, qu'on peut dire assez marquée par notamment la laïcité héritée du christianisme, c'est-à-dire le partage du temporel, du spirituel et de l'intellectuel, les 3 ordres de Pascal, donc une conception très historicisée du devenir des sociétés humaines, un respect de l'état de droit, un respect de la démocratie, des choses dont on a vu dès le début du siècle qu'elles n'étaient pas du tout partagées par l'ensemble de nos partenaires, à travers les Twin Towers, à travers l'évolution de la Chine, à travers l'évolution des États-Unis, des États-Unis effectivement, et avant de la Russie, on a bien vu que nous étions une civilisation parmi d'autres, et donc obligés de jouer la carte d'une certaine confrontation. La coopération, oui, mais sans ignorer la confrontation. L'exemplarité du droit, oui, mais sans ignorer l'exigence de réciprocité. La primauté de l'exemple, mais sans ignorer les exigences de la puissance. Le droit commercial, le droit monétaire, la rigueur budgétaire, tout cela peut-être, mais derrière tout ça, il doit y avoir des arbitrages politiques. Les arbitrages politiques, ce ne sont pas des arbitrages qui sont solubles dans le droit. C'est un choix à haute, comme dirait Kant, on fait ou on fait pas tel ou tel choix. Ça, nous en sommes porteurs depuis Maastricht. Maladroitement, parce qu'on a une gestion budgétaire absolument calamiteuse, comme l'a rappelé Richard tout à l'heure, on a une gestion, et donc on n'est pas du tout exemplaire vis-à-vis des Allemands. Mais on a progressé. Merkel a accepté, en fait, cette logique en acceptant le plan Next Generation, et on accepte cette logique à travers le discours de Scholz, donc une modification extrêmement importante, un basculement dans une révolution qui est à la fois copernicienne. Monsieur Michel a repris cette expression que je développe depuis des années, des décennies, pas très originale d'ailleurs, une révolution copernicienne, c'est-à-dire une révolution où l'Europe se définit par rapport à l'extérieur et pas simplement par rapport à elle-même, et où elle se définit dans une confrontation géopolitique d'influence et de puissance. Ça, c'est une révolution, c'est un grand succès idéologique de la France. Cela dit, on en voit, comme vous l'avez souligné, on en voit immédiatement les limites. Et les limites, il y a d'abord les limites institutionnelles. Vous avez évoqué l'unanimité. Tout ce qui est politique est en fait régi à l'unanimité. Or, il faut une place plus grande à la majorité qualifiée. Bien sûr qu'on ne va pas faire la guerre à la majorité qualifiée. Ça, il n'y en est pas question. Mais entre la guerre et la paix, il y a tout un ensemble de décisions stratégiques qu'on peut faire à la majorité qualifiée. Il y a une incertitude maintenue, permanente, sur l'énergie. Le modèle énergétique allemand est un modèle inconséquent. C'est-à-dire maintenant c'est ni charbon, ni nucléaire, ni gaz. Alors qu'est-ce qui reste ? Il reste le vent. Bon, les intermittences du vent, donc il y a là un déni de réalité à laquelle on voit bien dans le communiqué des 27, on évite, on ne parle pas du mot nucléaire, on n'affronte pas la réalité, même si on a fait des progrès à travers le compromis sur la taxonomie qui a été passé il y a quelque temps. Et puis le grand problème intellectuel, c'est l'OTAN. Et là, je crois qu'il faut bien comprendre le problème philosophique de l'OTAN. On dit, bon, et tout le monde est d'accord, Biden, Macron, etc., il faut, à partir du moment où les États-Unis s'intéressent au Pacifique, il faut que les Européens prennent plus leurs affaires en main, il faut qu'ils s'occupent eux-mêmes des enfants, ils gardent la maison. Garder la maison, c'est la défense européenne. Garder la maison, c'est la sécurité et la stabilité en Méditerranée. Garder la maison, c'est lutter contre le terrorisme en Afrique, par exemple. Mais ça, je finis là-dessus, mais ensuite on en reparlera peut-être. Mais ce qui est très important, c'est que l'OTAN, donc ça implique une réforme de l'OTAN, mais l'OTAN n'a jamais fonctionné sur le mode de l'expression inventée par McNamara et Kennedy du Twin Pillar Concept, c'est-à-dire un pilier européen et un pilier atlantique qui se concilient. Ça a fonctionné
toujours de façon très différente sur le modèle défini par Richard Holbrooke, America as a European power. L'Amérique est une puissance européenne. C'est parce que les États-Unis étaient dans l'OTAN, dans la défense européenne, que les Français ont accepté le réarmement allemand, que les Allemands ont accepté la présence, une présence dominante française, que les Néerlandais ont accepté et les Allemands et les Français. Donc le pointillé est extrêmement difficile à définir. Et quand vous dites il faut rééquilibrer l'Alliance Atlantique, dans l'esprit de Biden, ça veut dire je continue de m'occuper de la défense européenne et puis vous vous occupez de la Méditerranée, de l'Afrique. Mais nous, ça ne nous va pas parce qu'on voit bien que Biden, Trump évidemment, mais même Biden branle dans le manche et qu'on ne sait pas du tout s'ils vont nous défendre ou pas. Il a été très mou dans la préparation de l'affaire ukrainienne. Donc le grand problème, ça sera, à mon avis, la réforme de l'OTAN, l'articulation entre la boussole stratégique européenne et la réforme de l'OTAN, suite et fin de partie à la fin du mois de juin, au début juillet, à Madrid, au Conseil de l'OTAN. Cette tragédie ukrainienne est aussi un révélateur. Alors c'est peut-être marginal par rapport au cœur du problème, qui est l'invasion de l'Ukraine par les troupes russes. Mais moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est de constater à quel point le discours européen peut paraître totalement inacceptable, en tous les cas, et rejeté par de nombreux pays qui sont dans la périphérie immédiate de l'Union européenne. Je pense notamment aux pays du Maghreb, je pense notamment aux pays du Proche-Orient, où ce qui paraît couler de source et être tout à fait normal lorsqu'on entend les discours dans les médias français sur l'indignation, sur ces appels à l'aide du peuple ukrainien, etc., on voit que certains arguments de Vladimir Poutine sont repris, sont consolidés par des discours de l'autre côté de la Méditerranée et donc cela veut dire quoi ? Cela veut dire que quelque part l'Union européenne paye, cache, son désintérêt pour les situations des pays du Sud. C'est-à-dire que le double discours, les gens n'en peuvent plus dans ces pays-là. Il faut condamner l'agression ukrainienne de Russes contre l'Ukraine, ça c'est évident. Et par contre, c'est très difficile à faire entendre parce que on nous renvoie à d'autres choses. Par exemple, on parlait de l'OTAN. Mais les gens n'ont pas oublié ce qui s'est passé en Libye en 2011, avec une lecture biaisée d'une résolution des Nations Unies, avec pour résultat un pays qui aujourd'hui est menacé de partition. Les histoires de boycott, par exemple, on appelle à des boycotts des produits russes, des sanctions, etc. et tout. Mais les gens vous disent, mais attendez, il y a un an à peine, des militants, notamment sont menacés de poursuites judiciaires parce qu'ils appellent au boycott des produits des colonies. Je ne parle pas d'Israël en Palestine. Quel est ce deux poids, deux mesures ? Et donc là, c'est une question de cohérence et ça devrait interpeller puisque le processus de Barcelone n'existe plus, parce que l'Union pour la Méditerranée que voulait Sarkozy a coulé. Donc ça montre bien à quel point, et on l'a vu à travers le vote aux Nations Unies sur la résolution, le nombre d'abstentions qu'un pays comme le Sénégal, qui est tout de même un pays partenaire de la France, s'abstienne, ça veut dire énormément de choses. Qu'un pays comme la Centrafrique s'abstienne, ça veut dire énormément de choses. Qu'un pays comme le Mali, qui aujourd'hui est dans une confrontation plus ou moins ouverte avec la France, ça veut dire énormément de choses. Et on continue à ne pas voir ça, on continue à prendre comme acquis ce que vous venez de dire, c'est-à-dire qu'il appartient à l'Europe de faire le ménage en Méditerranée. Or, le message qui est envoyé par ces pays-là, c'est non, c'est fini, cette histoire. Ou alors, il faut qu'on trouve un terrain d'entente. Sinon, nous, on a d'autres partenaires, on a la Chine, on a la Russie qui est en train de frapper à nos portes. Et ça, c'est quelque chose d'assez nouveau dans la géopolitique, je dirais, de cette région. Isabelle de Golemin. Oui, je suis assez d'accord. J'ai aussi été frappée par cette expression qui revient d'ailleurs toujours, un double discours. Oui, voilà. Toujours. Alors, je trouve que c'est en partie vrai, c'est en partie faux. C'est-à-dire que c'est en partie vrai, évidemment, on n'a pas été parfait, il y a la Libye, etc. Mais c'est aussi peut-être la nécessité pour l'Europe d'avoir un vrai soft power. Parce que ce qui est quand même très impressionnant dans cette histoire, c'est les opinions publiques, et notamment l'opinion publique africaine, qui va répéter des slogans et des fake news quand même, qui sont aujourd'hui déversés
par des intérêts russes ou chinois ou voilà contre l'Europe. Donc je pense que ça à la fois ça oblige à une cohérence, mais ça oblige aussi à rappeler tout ce qu'on a fait pour l'Afrique quand même. Hein. Il y a quand même des soldats français qui sont morts au Mali, Bien c'est sûr. pas rien. Donc on peut pas dire qu'on a rien fait. Et ça, à mon avis, ça oblige à être beaucoup plus attentif aux réseaux sociaux, à une manière de parler aux opinions publiques, de faire vivre le modèle européen. L'Ukraine, en tout cas, c'est l'Europe qu'elle veut, hein, c'est pas la Russie. Bien Donc sûr. c'est quand même un modèle qui tient la route. Mais voilà, donc, mais c'est vrai, je suis très frappée aussi de cette dissonance et de la manière, notamment en Afrique, au Maghreb et en Afrique noire, les choses sont vues. Après, moi, je voudrais revenir sur le sommet de Versailles. J'étais très contente, Philippe, parce que vous avez vous avez rappelé ça, un sommet informel. Beaucoup de gens l'ont pas dit. Et il y a toujours un problème, notamment avec la France, parce que il y a cette expression que je dirais en français, parce que sinon j'aurais l'air ridicule, des Anglais qui disent il faut promettre moins et faire plus. Et nous, on est toujours plutôt sur le promettre plus et faire moins avec l'Europe. C'est-à-dire que on annonce à grand roulement de tambour un sommet extraordinaire, ce sera le sommet du sursaut, etc. Mais en fait, c'était juste le Conseil européen et qui ensuite, d'ailleurs, ils n'ont pas fait ils ont juste fait une déclaration. Il n'y a pas eu un engagement. Donc ensuite, c'est à la Commission de travailler sur les orientations qu'a donné ce Conseil et de faire des propositions. Donc c'est vrai qu'on est toujours dans un espèce de fossé entre ce que la France veut que soit l'Europe et ce qu'est l'Europe, qui est une Europe de culture du compromis. On ne va pas du jour au lendemain demander à un certain nombre de pays, notamment l'Italie et l'Allemagne, de se passer complètement des hydrocarbures russes. Sinon, on va avoir la rue italienne, la rue allemande qui va se lever et on risque d'avoir non pas une, mais 3 guerres. Donc on voit bien qu'on est sur quelque chose de compromis et on voit bien qu'il y a toujours une espèce d'annonce comme ça. On vous dit, mais vous allez voir Macron, ça va être formidable, il va emmener tout le monde. Ben non, on est en Europe, il y a 27 pays et tout le monde ne peut pas y aller. Alors je crois quand même que on peut pas dire l'inverse. L'Europe a fait des pas gigantesques. D'ailleurs, c'est vrai que c'est un petit peu déchirant de se dire qu'il a fallu une guerre pour que on fasse ces pas gigantesques, même s'il y a des gros problèmes à régler, notamment les hydrocarbures. Et puis peut-être par rapport à l'Ukraine, la frontière européenne quand même, parce que bon, on dit on va examiner cette candidature, pourquoi pas, on va pas l'admettre tout de suite, mais jusqu'où doit aller l'Union européenne et est-ce qu'il faut pas un gros débat sur nos limites à nous de l'Europe? Richard Verly. Alors, c'est compliqué parce que j'ai un certain nombre de désaccords avec ce qui a été dit. D'abord, je me tourne vers Akram. Le double discours, c'est évident. Le prix que l'Europe, les Européens payent en raison de l'intervention en Libye de 2011, ça c'est massif et c'est d'ailleurs un argument majeur de Vladimir Poutine qui l'a à plusieurs reprises répété. Et c'est aussi sans doute, il faut l'avouer, une raison de ce virage russe qui s'est estimé, la Russie s'est estimée lésée, flouée par l'interprétation de la résolution. Alors en revanche, aller prendre appui sur le vote aux Nations Unies du Mali et de la Centrafrique, non. Ces pays, aujourd'hui, sont achetés par la Russie, sont achetés par la Chine. Donc, arrêtons, ne prenons pas un vote aux Nations Unies de gouvernements qui dépendent entièrement, qui ont décidé de mettre leur destin dans les mains de la milice Wagner, ne prenons pas ce vote comme significatif d'une orientation, je dirais, du pays. Ça, c'était une première Tu as le Sénégal. Il y a le Sénégal, effectivement. Et Là, le le Sénégal, c'est tout à fait. et le Maroc, C'est pour ça que j'ai bien voilà. fait la différence entre Mali, Centrafrique et Sénégal. Sur l'OTAN, Jean-Louis. Alors, il se trouve que j'étais au sommet de Versailles et que juste avant, j'étais à Varsovie et à Budapest. Eh bien, désolé, le débat sur l'OTAN, il est réglé. C'est bon. Les États-Unis ont gagné aujourd'hui, me semble-t-il, la plupart des pays de l'Union européenne, je dis bien la plupart, ça ne veut pas dire la France, ont compris que la sécurité immédiate, il fallait la faire revenir du côté de l'OTAN. D'ailleurs, ils achètent quoi? Ils achètent des avions américains, ils achètent des F-35, à commencer par l'Allemagne, après la Finlande, après la Belgique, après les Pays-Bas, après la Suisse également, qui pays neutre, a acheté des avions américains. Donc l'affaire est entendue. Monsieur Macron... Je n'ai pas dit le contraire. Hein. Voilà. Donc, j'ai pas dit qu'elle était entendue, mais je n'ai pas dit le contraire. Et puis, dernier point sur les symboles. L'Union européenne va avoir un problème avec l'Ukraine. C'est-à-dire que la nécessité de faire des avances, de sécuriser les Ukrainiens, de leur apporter un soutien, va se heurter sur des réalités qui sont très difficiles et la construction communautaire ne résisterait pas, à mon sens, à l'intégration de l'Ukraine. Moi, j'ai trouvé très intéressant une initiative qui a été menée par les premiers ministres tchèques,
Slovaques et Polonais. C'est celle d'aller à Kiev. Alors, ils ont emmené dans leur valise M. Kaczynski, le patron du Parti Droit et Justice, qui n'est pas franchement un ami de la construction européenne. Mais ça, c'était courageux, c'était bien vu. Et je me demande franchement si, puisqu'on en est à parler de symboles, si c'est pas à Kiev qu'aurait dû se tenir le prochain sommet européen, ou si Madame von der Leyen et Monsieur Charles Michel, accompagnés de Monsieur Macron, ne devraient pas aller à Kiev. Franchement, ça aurait beaucoup plus de sens et beaucoup plus de panache que quelques mots dans une déclaration qui va nous amener à des ambiguïtés infernales sur le plan diplomatique, à savoir la future adhésion de l'Ukraine. Monsieur Bourlange, pour 1 minute 30. Non, oui, il y a beaucoup de choses à dire. Sur l'Afrique, je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Richard. Vraiment, le modèle d'Assimi Goïta ou de la République centrafricaine, ça n'existe pas. La combinaison de Goïta et de Wagner au Mali, c'est la destruction du Mali. C'est un périmètre autour de sécurité garanti par des mercenaires autour de Bamako et une anarchisation générale du pays avec une très grande inquiétude de la part de tout le monde. Wagner se conduit de façon absolument ignoble. La République centrafricaine, c'est exactement la même chose. Donc là, on n'a pas du tout un contre-modèle. En revanche, là où je suis entièrement d'accord avec vous, c'est l'importance du souvenir libyen. Ça, je crois que c'est tout à fait exact. Moi, j'ai eu 1h30 de mardi d'entretien avec le président Macky Sall. On a vraiment abordé et j'ai bien mesuré la profondeur de cette affaire. En revanche, sur le rapport avec la France, c'est compliqué. Bon, la Libye, c'est effectivement une très grave erreur. Je me rappelle d'ailleurs qu'on avait fait une émission et j'avais été très en arrière de la main par rapport à l'enthousiasme général sur la Libye quand on a lancé cette affaire, qui était d'ailleurs voulue par l'ensemble des partis politiques en France. Il faut bien se rappeler parce que Bernard-Henri Lévy n'était pas seul. Il était en tête, comme toujours, mais il n'était pas seul. Bon, mais au-delà de ça, quand on discute avec les deux présidents que j'ai vus le président Bazoum au Niger, qui a dit on ne peut pas lutter contre le terrorisme sans la France, qui nous a dit, j'ai vu ses ministres, il a dit il y a effectivement des sentiments anti-français ici et là, il ne faut pas les surestimer, c'est pas fondamental. Là, il y a l'arrière-plan colonial qui est fondamental, qui existe, qui est on n'est pas là pour faire ce que la France nous demande. Ça, il y a ce réflexe de fierté qui était très clair et au Sénégal et chez les autres, même si le Niger a voté comme nous. Donc là, mais en revanche, quand on discute de la lutte contre le terrorisme, il y a une conscience très aiguë des autorités sur la nécessité de faire des choses avec la France. Il y a une très grande qualité des militaires français. Je les ai vus au Niger, en Côte d'Ivoire et au Sénégal. J'ai trouvé des militaires extrêmement responsables, extrêmement prudents, extrêmement soucieux de modération politique, de très bonne articulation avec les forces locales. Et en face, effectivement, il n'y a pas d'alternative à la lutte contre le terrorisme. Ils sont tous d'accord pour dire il faut faire des choses avec nous. Alors, il y a le Maroc, qui, là, est intéressant, parce que le Maroc est quand même assez gonflé, après ce que les Américains ont fait pour eux sur la République sahraoui, le Sahara occidental, d'avoir lâché tout le monde par crainte de la Russie, parce qu'ils ne voulaient pas renforcer la main de l'Algérie à travers la Russie. C'est une considération tactique assez Alors voilà, la situation en Afrique, vous avez raison, elle est très délicate. Nous avons un passé qui nous oblige à regarder les choses avec énormément de prudence. C'est tout à fait clair. Un mot sur l'adhésion de l'Ukraine et la proposition de Richard. Moi, j'ai dit à l'Assemblée nationale que j'ai salué évidemment Zelensky et j'ai dit que l'Ukraine avait pleinement sa place parmi nous. Est-ce que ça doit déboucher sur une Union européenne ? Je crois qu'il faut bien voir dans quel processus on est. On se bat. On se bat ou on ne se bat pas d'ailleurs. On fait effort pour lutter pour que l'Ukraine ait droit à ses frontières, sans être démembrée, qu'elle ait le droit à un régime politique libéral et démocratique et un développement économique fondé sur la coopération avec nous. Ce sont les trois choses centrales et là, évidemment la sécurité de ses frontières. Voilà l'enjeu. Donc, qu'est-ce qu'on a dans la négociation ? On a savoir si on accepte
si Zelensky accepte une petite amputation à travers les républiques de l'Est, si on accepte un statut qui ne serait pas celui de j'avais recité le mot de Bujon de l'Étang l'autre jour, de François Bujon de l'Étang, qui parlait d'ukrainisation plus que de finlandisation, si on construit une neutralité, donc pas l'appartenance à l'OTAN, et troisièmement, le rapport à l'Europe, est-ce que l'adhésion à l'Union européenne, c'est une option? L'autre option, c'est celle qui avait d'ailleurs été définie par l'Union européenne elle-même, c'est de faire de l'Ukraine un voisinage commun à la Russie et à l'Europe. Et je crois que ça, c'est dans la négociation, c'est dans la discussion. C'est pour ça qu'il ne faut pas, me semble-t-il, préempter de la solution, parce que si on arrive à sauver une Ukraine qui serait simplement amputée de la Crimée et des deux petites républiques, et qui serait un régime démocratique, un régime ouvert sur l'Occident, avec des frontières garanties, ce serait quand même un sacré succès pour Zelensky et une sacrée claque pour M. Poutine. L'heure a sonné de notre dernière séquence, la séquence des brèves, que j'introduirai en recommandant 2 expositions, l'une à Rodez, dans l'Aveyron, au musée Soulages, et l'autre à Paris, au musée Cognac-Jay. Au musée Soulages, il s'agit des œuvres croisées d'artistes du groupe Cobra, ceux qui après s'employèrent à dépasser l'opposition entre l'abstraction et la figuration, œuvres croisées avec celles de Gaston Chessac, qui préférait être considéré comme un représentant de l'art rustique moderne plutôt que de l'art brut. À Paris, c'est l'œuvre pleine d'humour, de bonne humeur et de malice, l'œuvre de portraitiste, de miniaturiste et de peintre de la rue parisienne de Louis-Léopold Boilly. Et de l'une et de l'autre de ces expositions sourd une vitalité étonnamment tonique et en ce moment précieuse. Isabelle de Goulman. Oui, moi je vais vous parler d'une femme, Phèdre, mais Phèdre avec un point d'exclamation. C'est une pièce qui se donne en ce moment à Paris au Théâtre Bastille, mais qui va aller dans toute la France. Oui, elle est finie ce soir. Elle est finie ce soir, mais ensuite non, elle était même finie hier soir. Bon, pardon. Oui. Franche-Comté, puisque je crois qu'elle va se donner à Besançon, elle va se donner dans tout le nord de la France. Écrite par un François Grémaud, qui est un Suisse, nul n'est parfait, mais un auteur formidable et qui en fait, il a fait ça aussi pour Carmen et pour Gisèle. Il prend une grande œuvre et il la fait jouer par un seul personnage qui décortique cette œuvre avec beaucoup d'humour, mais aussi beaucoup de finesse. Et donc, ça fait quand même la Phèdre, si vous avez des adolescents qui connaissent rien à la tragédie ou rien à la mythologie grecque, il faut y aller. Et même pour vous, parce que du coup, on a des bons rappels. C'est formidable, très drôle et très instructif. Akram Belkaïd. Alors, pour moi, ce sera une bande dessinée. On parlait tout à l'heure de mai 58. Eh bien, c'est une bande dessinée intitulée « Un général des généraux » de Nicolas Juncker, qui rapporte les événements d'Alger de mai 1958 avec la naissance plus tard le retour d'abord du général de Gaulle. Alors, c'est une bande dessinée à la fois potache, parce que tous les personnages historiques qui y sont présentés sont, je parle de Massu, Salan, Delbecq et même le général de Gaulle sont présentés sous un jour assez négatif, pour dire les choses. Guy Mollet est un parfait abruti, par exemple, mais c'est en même temps... voilà, juste qu'elle n'était pas parfait. Mais en même temps, c'est une bande dessinée très pointue sur le sens du détail historique et qui montre bien quel a été l'enchaînement des événements. Je rappelle pour ceux qui n'ont pas connu cette époque, puisque nous sommes dans le 60e anniversaire de l'indépendance de l'Algérie, c'est qu'en mai 58, il y a quand même eu des militaires qui ont pris la Corse. Il y a eu une espèce de sédition et qu'on avait peur de voir des parachutistes sauter sur Paris et que tout cela a conduit effectivement à l'arrivée au retour du général de Gaulle. C'est une bande dessinée très instructive sur un moment, je dirais, clé dans l'histoire de France et de l'Algérie future. Richard Verly. Eh bien, une fois n'est pas coutume, mais je vais parler de mon propre journal parce que nous avons eu une initiative le 9 mars qui, je trouve, devrait être suivie par d'autres médias écrits. C'est celle de publier une édition spéciale qui explique la guerre en Ukraine aux adolescents. Et donc nous avons pris toutes les questions qui se posaient ce jour-là sur la guerre en Ukraine, aussi bien les responsabilités de Vladimir Poutine, j'ai pas besoin de vous les énumérer, que la situation du pays lui-même, que l'histoire du pays. Et nous avons essayé, toute la rédaction, en tout cas tous ceux qui travaillent sur l'Ukraine, d'expliquer cela dans un langage plus simple, plus abordable pour une tranche d'âge, en gros entre 12 et 16 ans. Et ça a été, je crois, un grand succès. Ça a été très apprécié dans un certain nombre de collèges et de lycées en Suisse. Et je trouve que ce genre d'initiative, alors il y a des publications, on le sait,
Oui, j'allais vous dire qu'il voilà. y a des publications destinées, Mon Petit Quotidien, etc. Mais que des journaux, je dirais, que des journaux le fassent de temps à autre sur un événement de cette importance, je crois que c'est pour le coup un exemple à suivre. Jean-Louis Bourlange. Oui, moi il se trouve que je suis membre du jury, ainsi que Béatrice d'ailleurs, je suis membre du jury du prix du livre géopolitique, et j'ai pas pu participer au scrutin parce que j'étais en Afrique. En géopolitique, oui, j'étais en géopolitique, j'étais aux travaux pratiques, donc j'ai pas pu participer aux travaux théoriques. Et je soutenais un candidat qui n'a pas été, qui était finaliste, qui était Jean-Marie Guéhenno, dont j'ai parlé son livre sur le premier 21e siècle, qui est très très original, et il était confronté, in fine, au livre de Frédéric Ancel, Les Voies de la puissance. C'est Ancel qui l'a emporté, je crois, d'après ce que m'ont dit les gens, à travers une confrontation extrêmement digne. Alors, je voulais simplement dire que les deux bouquins étaient excellents, et que je crois que vraiment, si on veut avoir une initiation aux données internationales, le livre de Jean-Marie, à mon avis, est extrêmement original. Il montre vraiment ce que représente, ce qu'il y a de profondément différent dans le 21e siècle par rapport à l'époque antérieure, et notamment une analyse extrêmement fine du rapport à la Chine. Et le livre d'Ancel est totalement d'actualité, c'est-à-dire, à mon avis, pour ça qu'il a remporté la Palme, parce que c'est Les Voies de la puissance. On est effectivement confronté aujourd'hui à cette exigence de la puissance, et donc ce livre apporte tout un ensemble de clés d'analyse que chacun doit lire s'il veut être droit dans je ne sais quoi, dans cette phase extrêmement délicate de notre existence collective. Votre position sur ces deux finalistes montre à quel point vous êtes fondamentalement un centriste, c'est-à-dire le contraire du roi Salomon, d'une certaine manière. Vous divisez pas les enfants en deux, vous les multipliez. Je remercie Sophie Jacquin, grâce à qui cette émission a été préparée, Benoît Carré, grâce à qui sera rédigé le compendium, le compte-rendu analytique, Nicolas Tourneau, grâce à qui notre site est à jour, Olivier Magloire, grâce à qui nos plateformes de financement sont à jour. Je remercie également Thibaut Delage qui a enregistré cette émission au studio L'Arrière-Boutique, Julien Neuville et Nouvelles Écoutes qui la produisent, et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, puis en public à l'École alsacienne le dimanche 3 avril.